Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Benoît Paré, officier de réserve français et ancien conseiller auprès du ministère français de la Défense. Plus important encore pour notre discussion d'aujourd'hui, il a également été observateur de l'OSCE de 2015 à 2022 dans la région du Donbass et a écrit un livre à ce sujet. Bienvenue dans l'émission. Merci pour votre invitation. Si vous me le permettez, juste une petite précision. Je n'étais pas conseiller au ministère français, mais analyste. Un analyste? Oui. Dans votre livre, ce que j'ai vu en Ukraine, en tant qu'observateur, vous avez également le sous-titre « Loin du récit médiatique ». J'ai trouvé cela très intéressant, car il semble que cette guerre se déroule à deux niveaux. Il y a d'une part la guerre sur le terrain, à laquelle bien sûr l'OTAN participe largement, mais aussi la guerre des récits, le fait de raconter les histoires, qui non seulement façonnent les politiques, mais les figent souvent également. J'ai donc trouvé cela très intéressant. Et j'imagine que ce que l'OSCE a observé au cours de ces années où vous étiez présent est tout aussi intéressant. Car cette guerre était-elle vraiment non provoquée? Était-ce provoqué? Quelles sont nos motivations au sein de l'OTAN? Sommes-nous motivés uniquement par nos intentions altruistes, en nous souciant de l'Ukraine, ou voyons-nous cela comme une guerre par procuration en utilisant l'Ukraine? Mais je pensais, peut-être en commençant par une question un peu plus large. Après la destitution du président ukrainien Yanukovych en 2014, nous avons vu que la Russie est intervenue et a repris la Crimée. Et bien sûr, cela a également déclenché le conflit dans le Donbass, où les gens semblaient résister à ce qui se passait. Je me demandais comment vous aviez vécu ces premières années dans le Donbass. Comment ai-je vécu les premières années? Eh bien, je n'ai été déployé dans le Donbass qu'à partir de juillet 2015. Avant cela, je m'informais essentiellement par le biais des médias d'information. À l'époque, je ne comptais pas sur les réseaux sociaux. Ils n'étaient pas encore très développés, je suppose. Je lisais encore la presse généraliste et je suivais les journaux télévisés en prime time. D'après toutes ces informations, il y avait un certain récit, pour reprendre le terme, qui présentait essentiellement Yanukovych comme un président pro-russe, fortement corrompu et agissant contre les intérêts de son peuple en refusant de signer l'accord commercial avec l'Union européenne. Ensuite, il a été accusé d'avoir ordonné à sa police de tirer sur les manifestants pacifiques. C'était donc un récit qui nous a essentiellement été vendu en Occident à cette époque. Et ce n'est qu'une fois arrivé en Ukraine, une fois que j'ai commencé à travailler pour l'OSCE, que j'ai commencé à avoir une compréhension différente de ce qui s'était réellement passé là-bas, au tout début du conflit. Tout a commencé avec un article que j'ai trouvé sur Sputnik. Vous savez, ce média russe dont on nous dit qu'il s'agit d'un outil de propagande qu'il ne faut pas lire. Mais dans la mission de l'OSCE, nous y avions accès parce que nous étions censés être neutres. C'était dans notre mandat d'être neutres. Ainsi, chaque matin, un résumé de la presse était envoyé à tous les membres de la mission, qui incluait des sources non seulement d'Ukraine, mais aussi de Russie et des territoires séparatistes d'Ukraine. Nous avions également des médias occidentaux inclus dans ces revues de presse. Donc vous savez, ils étaient essentiellement classés par pays, l'Ukraine, puis les territoires non contrôlés par le gouvernement, c'est-à-dire le Donbass, ensuite la Russie, et enfin le reste du monde. Et puis je suis tombé sur cet article de Sputnik qui mentionnait une étude d'un professeur ukrainien enseignant à l'Université d'Ottawa, Ivan Kachanovski.
Et ça a été un tournant pour moi quand j'ai trouvé cet article, parce que ça m'a amené à télécharger l'intégralité de la thèse d'Ivan Khachanovsky. Je crois que le titre était quelque chose comme Massacre à Maïdan, Origine d'un massacre à Maïdan, Analyse d'un massacre à Maïdan, ou le massacre de Maïdan. Et sa conclusion était que la plupart des manifestants qui ont été abattus les 18 et 19 février 2014 l'avaient été en réalité depuis des bâtiments occupés par des groupes d'opposition, principalement Svoboda et Secteur droit, n'est-ce pas? Svoboda est, vous savez, je veux dire, peut-être pas connu de tout le monde, mais pour ceux qui suivent l'Ukraine, elle est reconnue comme un parti d'extrême droite à l'inspiration néo-nazie pure. Et puis Secteur droit était en quelque sorte un nouveau groupe, mais essentiellement composé d'éléments violents. Ce sont des personnes qui n'hésitaient pas à recourir à la violence dès le début sur les barricades du Maïdan. Et donc, vous savez, une fois que j'ai découvert que le récit qu'on nous avait donné sur le massacre du Maïdan ne correspondait pas à la réalité, au début, je n'osais même pas lire toute la thèse moi-même. J'ai donc eu l'occasion de rencontrer un journaliste grand public à un moment donné, par l'intermédiaire d'un ami à moi. Mais c'était censé rester officieux, car je n'étais pas censé parler à des journalistes sans autorisation. Et puis, tout ce que nous pouvions dire aux journalistes était très contrôlé. On nous disait généralement d'éviter de dire quoi que ce soit de substantiel et de simplement orienter les journalistes vers notre siège, qui leur disait en gros, voilà, c'est ce que l'OSCE collecte comme information. Quoi qu'il en soit, j'ai eu cette réunion officieuse avec lui. Et à la fin de cette réunion, je lui ai simplement demandé, « Au fait, avez-vous entendu parler de cette thèse d'un certain Ivan Khachanovsky ?» Il a répondu non. Je lui ai alors expliqué de quoi il s'agissait. Puis je lui ai demandé, « Eh bien, peut-être que vous, en tant que grand journaliste, seriez intéressé à creuser la question, à voir s'il y a du vrai là-dedans. » Il a juste marqué une pause de 2 secondes avant de dire « Oh non, cela changerait trop de choses. Cela changerait trop de choses. » C'était sa réponse. Et je parlais à l'un des principaux journalistes couvrant l'Ukraine pour la France. Donc, tout ce que ce type disait serait considéré comme une référence pour le reste de la presse. Eh bien, il n'était pas le seul. Il y avait peut-être 2 personnes qui avaient ce pouvoir, juste 2 en France. Et ces 2 personnes occupaient des postes d'influence sur l'ensemble de l'appareil médiatique en France. Et ce journaliste a décidé de ne pas donner suite. À partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y avait rien à espérer de la presse grand public. La vérité ne viendrait pas d'eux. Je me suis donc essentiellement convaincu que je devais me faire ma propre opinion sur la fiabilité de cette thèse ou non. Alors, quand j'ai trouvé le temps, et je n'en avais pas beaucoup à l'époque, mais j'ai finalement trouvé le temps de lire les 72 pages de la thèse, puis de regarder aussi les vidéos qui y étaient référencées. Il s'agissait d'environ 2 heures de vidéos. Au début, cela m'a intimidé parce que tout était en russe ou en ukrainien sans sous-titres, donc je ne me sentais pas capable d'analyser réellement ces vidéos. Mais ensuite, Ivan Khachanovsky a traduit toutes ces vidéos en anglais. Je veux dire, il a ajouté des sous-titres. Donc j'ai pu mieux comprendre tout le matériel source. J'ai alors demandé à certains de mes collègues de confiance de la mission de l'OSCE, pas des compatriotes, mais des collègues. Je leur ai demandé, pouvez-vous regarder 5 ou 10 minutes de ce documentaire et me dire si la traduction est correcte? Et il m'a été confirmé que la traduction était correcte. Par conséquent, je considère que cette thèse est un travail fiable, ce qui change tout ce que nous savons depuis le début de la guerre en Ukraine. Parce que cette guerre qui, pour certaines personnes, a commencé en février 2022, a en réalité débuté en février 2014 sur la place Maïdan.
C'est là que le premier sang a été versé. Et tout ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui a commencé là, car tout est une suite logique d'événements. Exactement. L'attaque sous faux drapeau contre les manifestants a essentiellement conduit à ce que Yanukovych soit accusé de crimes majeurs, ce qui a provoqué un énorme scandale. Il a eu peur pour sa vie, alors il a fui le pays. Il a ensuite été remplacé. Et puis, la population pro-russe d'Ukraine, principalement dans le Donbass, mais pas seulement dans le Donbass. Nous savons qu'il y a eu des manifestations dans de grandes villes comme Odessa, Kharkov et Dnipro également. Ainsi, le fait que le président pro-russe, massivement élu dans l'est et le sud du pays, a été remplacé par ce que les gens percevaient déjà comme un coup d'État, a créé tout un bouleversement, n'est-ce pas? Et ce bouleversement a ensuite entraîné, en réaction, l'opération antiterroriste lancée par le gouvernement ukrainien intérimaire à partir d'avril 2014, ce qui a mené à la guerre du Donbass, n'est-ce pas? Tout cela s'inscrit donc dans une séquence d'événements. Et comme la guerre du Donbass n'a jamais pris fin, même s'il y a eu les accords de Minsk, comme vous le savez, les accords de Minsk étaient censés résoudre la guerre du Donbass. Mais l'accord de Minsk n'a jamais été appliqué, principalement à cause de l'Ukraine, car le point principal de l'accord de Minsk était de créer un statut d'autonomie pour les régions du Donbass, qui s'étaient effectivement séparées du reste du pays. Mais le Parlement ukrainien n'a pas réussi à voter effectivement le changement de constitution qui aurait permis à ce statut d'autonomie de devenir légal. Et c'était en fait la clé de tout le reste dans l'accord de Minsk. Si vous n'aviez pas cela, c'est-à-dire un statut légal pour le Donbass, tout le reste n'était qu'une coquille vide. Et il n'y avait pas d'accord. Et il était assez clair, d'après mon expérience au sein de la mission de l'OSCE, que le gouvernement ukrainien n'était pas disposé à mettre en œuvre cet accord de Minsk. Il existe de nombreux exemples qui démontrent en réalité ce manque de volonté. Et cela a conduit à un certain moment les Russes à penser que les accords de Minsk étaient morts. Et on observe également une radicalisation de l'Ukraine dès que le président Biden est arrivé au pouvoir en janvier 2021. Ensuite, on voit le gouvernement de Zelensky prendre une série de mesures qui semblaient vraiment destinées à contrarier les Russes et en fin de compte à les provoquer jusqu'à la guerre actuelle. Quand on analyse les événements de 2021, on a vraiment l'impression que l'administration américaine de l'époque et le gouvernement ukrainien se sont assis ensemble pour dresser la liste de toutes les mesures possibles pour provoquer la Russie. Je décris cela en détail dans mon livre, Ce que j'ai vu en Ukraine. Donc, si les gens veulent approfondir ces sujets, pour moi, il est assez évident que c'est ce qui s'est passé, malheureusement, et cela nous amène à la situation actuelle. Ce qui est fascinant cependant, c'est de voir comment les médias ont changé après ou pendant 2014. Il existe de nombreux extraits, vidéos et articles de grands médias, CNN, je crois The Guardian et d'autres, qui rapportaient à l'époque que les habitants du Donbass ne reconnaissaient pas la légitimité du coup d'État à Kiev. Et puis la réponse des nouvelles autorités à Kiev a été d'une telle brutalité. Donc, encore une fois, on retrouve tous ces reportages avec des gens dont des proches et des voisins ont été tués dans la région et qui supplient Poroshenko d'arrêter les massacres. Ils demandent de l'aide et des journalistes soulignent que cela aliène vraiment le Donbass. Ils pourraient ne plus vouloir faire partie de l'Ukraine après cette attaque brutale. Je veux dire, il y a eu des reportages à ce sujet, et certains médias ont couvert la présence de groupes fascistes. Certains se demandaient pourquoi nous finançons cela. Et vous savez, beaucoup de ces groupes étaient des volontaires, assez radicaux, venant des régions occidentales de l'Ukraine qui sont arrivés dans le Donbass.
ce qui, encore une fois, était presque un territoire étranger pour eux. Il y a eu des discussions à la BBC et dans The Guardian sur l'implication des États-Unis dans le coup d'État, sur les inquiétudes russes, non seulement à propos des éléments fascistes et des tueries dans le Donbass, mais aussi sur la perspective d'une avancée de l'OTAN. Tout cela, qui est désormais qualifié de propagande russe, était présent dans les médias, et tout a été effacé en 2014. Et maintenant, ils avancent plus ou moins tous au même rythme. C'est assez impressionnant. Mais vous avez mentionné que personne ne voulait vraiment savoir ce qui se passe aujourd'hui, du moins pas au point que cela change grand-chose. Comment avez-vous perçu le côté américain et, je suppose, celui de l'OTAN en Ukraine? Parce qu'il y avait de plus en plus de preuves concernant des disparitions, c'est-à-dire des personnes issues de la population civile qui pouvaient ne pas être loyales aux nouvelles autorités de Kiev et qui disparaissaient tout simplement. Des gens se retrouvaient dans des fosses communes, anonymes. Est-ce que vous avez vu cela? Et comment avez-vous perçu les réactions de l'Occident qui étaient là pour aider les Ukrainiens, comme nous l'avons dit? Eh bien, oui. Ce que vous dites est exact. En effet, il y a eu une période où certains médias occidentaux, comme CNN par exemple, faisaient réellement des reportages honnêtes sur les événements dans le Donbass. En 2014, j'ai vu au moins 2 reportages authentiques de CNN, l'un sur la ville de Donetsk et l'autre sur la ville de Lugansk, où ils relataient honnêtement les actions de l'armée ukrainienne. Et quelque chose a changé à un moment donné. De plus, même le Sénat américain avait interdit toute aide au bataillon Azov ou à l'unité Azov, car elle est devenue plus grande qu'un simple bataillon par la suite. Cette décision a d'ailleurs été annulée il n'y a pas si longtemps. Il est donc désormais légal pour le gouvernement américain d'aider Azov. Donc, quelque chose a changé entre-temps. Pour revenir à votre question, oui, juste quelques semaines après mon arrivée dans le Donbass, on m'a demandé d'interviewer un journaliste local qui m'a expliqué comment il avait été enlevé par un bataillon de volontaires, torturé pendant 3 jours, humilié, puis finalement forcé à signer des papiers sous la menace. Il avait un sac sur la tête pendant la majeure partie de l'interrogatoire et il était pratiquement nu, attaché à une chaise pendant 3 jours. Il ne voulait pas décrire toutes les tortures qu'il avait subies. Et je pense que c'était probablement parce qu'une partie de l'affaire avait une dimension sexuelle, puisque c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Quoi qu'il en soit, à la fin du processus, il avait toujours un sac sur la tête, et ils lui ont fait tenir une arme. Ensuite, ils ont dit « D'accord, maintenant nous avons tes empreintes sur une arme. Donc si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on peut en gros monter un dossier contre toi pour terrorisme. » Puis ils l'ont relâché. Mais c'était du genre « D'accord, on te laisse partir, mais maintenant, tu feras ce qu'on te dit de faire. Tu écriras ce qu'on te dit d'écrire. » Voilà ce qu'ils ont fait avec ce type. Alors, j'ai ensuite parlé à mon supérieur de l'époque et je lui ai dit, « Eh bien, vous savez quoi? Ce que vous venez de faire, je veux dire, il y a seulement quelques mois, vos collègues étaient ici, impliqués dans l'enquête sur des dizaines de cas de disparition. Des gens étaient enlevés dans la rue, arrachés à leur domicile ou à leur voiture par des inconnus portant des cagoules. Vous savez, ces sortes de masques. Et personne ne savait qui étaient les auteurs de ces enlèvements. Alors les membres des familles venaient à notre base de l'OSE, paniqués, demandant de l'aide parce qu'ils voyaient uniquement les internationaux comme capables d'aider. Ils ne faisaient pas confiance à la police locale. Donc, c'était assez, des événements dramatiques à ce moment-là. C'était comme si, tous les 2 ou 3 jours, quelqu'un venait à la base demander de l'aide parce qu'un de leurs proches avait disparu.
Cela a duré des mois. À un certain moment, mes collègues ont décidé de mener cette enquête, qui a abouti à un rapport que j'ai lu. Ce rapport était un travail professionnel remarquable, d'une dizaine de pages, détaillant tout ce qui s'était passé à cette époque. Extrêmement rigoureux, distinguant les faits de l'interprétation. Je cite la majeure partie de ce rapport dans mon livre. Malheureusement, ma mission, la mission de l'OSCE, n'a jamais rien fait à ce sujet, comme me l'a révélé un collègue qui travaillait au siège. Des années plus tard, il m'a dit « Ah oui, je connais ce rapport, mais rien n'a été fait. » Tu sais, il a juste été mis de côté et ignoré. Alors, quelle était la réalité? Il y avait des personnes, plus haut placées, qui ne voulaient pas voir cette réalité. Comme je l'ai mentionné dans une autre interview, à cette époque, l'un de mes collègues a eu l'occasion de rencontrer l'ambassadeur des États-Unis qui avait visité notre base à l'époque. À un moment donné, l'ambassadeur a posé des questions du type « Avez-vous des histoires concernant des violations des droits de l'homme ?» Mon collègue a commencé à lui raconter toutes les histoires d'enlèvement dont je parlais. Mais lorsque l'ambassadeur s'est rendu compte que cela incriminait en fait l'Ukraine, il a manifesté un total désintérêt et a dit « D'accord, suivant ». Puis il a interrogé quelqu'un d'autre, interrompant mon collègue, montrant de façon flagrante son manque d'intérêt pour ce genre d'histoire. Alors, quand je travaillais là-bas, les gens au siège disaient généralement « Oh, vous savez, les dirigeants du Donbass ne sont qu'une bande de voyous. Ils n'ont absolument aucune crédibilité. Nous ne devrions pas les reconnaître. Nous ne devrions pas les prendre au sérieux. » Je me souviens aussi que lors de la mission précédente, à l'été 2014, j'ai en fait rencontré un ancien ambassadeur de l'OTAN en Afghanistan, quelqu'un d'assez important. À l'été 2014, alors que nous discutions de la situation en Ukraine, principalement dans le Donbass, il était déjà catégorique. Tous les séparatistes n'étaient qu'une bande de voyous qu'il ne fallait absolument pas prendre au sérieux et qu'il fallait les ignorer. C'était le point de vue des hauts responsables des pays de l'OTAN. Nous devrions simplement ignorer ces gens. Ils ne sont pas à prendre au sérieux, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'ils raisonnaient. J'ai retrouvé le même type de pensée lorsque je me suis rendu à la mission américaine en Ukraine. J'ai également rencontré une autre personne, ancienne conseillère de l'OTAN auprès d'un général de l'OTAN au Kosovo, qui avait encore une fois la même attitude. Tous ces dirigeants séparatistes n'étaient pas à prendre au sérieux. Il fallait les mépriser. Et elle les méprisait ouvertement. J'ai trouvé ça très troublant, car je me suis dit, comment pouvez-vous être neutre? Comment pouvez-vous respecter votre mandat qui vous demande d'être neutre lorsque vous partez avec cet état d'esprit dès le départ, sans même écouter? Nous n'avions même pas commencé à écouter la population. Et ensuite, cela a été très difficile pour nous. Notre hiérarchie a créé toutes sortes d'obstacles pour que nous, les observateurs sur le terrain, puissions réellement établir des contacts avec ces autorités de facto dans le Donbass. Il nous était interdit de parler à tout représentant d'un ministère ou du tribunal, car nous ne les reconnaissions pas. Mais notre mandat était très précis en nous demandant de développer un dialogue sur le terrain avec toutes les parties prenantes, y compris les autorités locales. D'accord, mais s'il s'agit d'autorités locales que nous ne reconnaissons pas, eh bien, c'est un autre sujet. Je veux dire, dans certains cas, on nous a effectivement permis de parler à des personnes au niveau local, n'est-ce pas? Mais pas au niveau du gouvernement, du soi-disant gouvernement, ni avec des agences qui dépendaient directement du gouvernement. Même s'il y a eu de brefs moments où certaines personnes ont trouvé un moyen de passer, parfois à cause d'un changement de personnel, parfois simplement en fonction de la personne responsable à un moment donné, c'est cela qui déterminait en gros
la politique locale. Mais cela n'a jamais été encouragé par le siège que nous développions des contacts avec les séparatistes. Cela n'a jamais été encouragé. Donc chaque fois que nous y parvenions, localement, c'était de notre propre initiative, et seulement après avoir surmonté tous les obstacles que la hiérarchie pouvait mettre sur notre chemin. Eh bien, cette relation est intéressante, car d'un côté, vous êtes là, en tant qu'observateur indépendant et neutre. Et en même temps, les personnes qui donnent les directives sont de toute évidence, eh bien, pas neutres. Les États-Unis ont joué un rôle très dominant en Ukraine après 2014. Du moins selon le procureur général ukrainien Viktor Shokin, il affirmait que toutes les nouvelles nominations gouvernementales après le coup d'État devaient être approuvées par les États-Unis. Si les Américains ne formulaient pas eux-mêmes leurs propres exigences quant à qui devait occuper ces postes. Nous avons également appris que dans le domaine du renseignement, dès le premier jour après le coup d'État, les États-Unis ont estimé nécessaire de reconstruire le service de renseignement ukrainien de fond en comble. Étant donné qu'ils étaient fermentés top étroite avec la Russie. Et en effet, ils les voulaient plutôt comme un instrument, un partenaire contre la Russie. Donc encore une fois, ils ont dû réinventer les services de renseignement, mais aussi la police. Nous avons entendu Victoria Nuland et d'autres dire qu'ils formaient la police dans l'est de l'Ukraine pour remplacer les anciens chefs de police. Cela semble s'inscrire dans le contexte plus large de ce qui se passait, c'est-à-dire couper la connectivité économique de l'Ukraine avec la Russie, purger l'opposition politique, purger les médias, purger l'Église orthodoxe, interdire la langue russe. Je veux dire, comment cela affecte-t-il la situation sur le terrain? Avec la police, lorsque les États-Unis forment la nouvelle police, pour qu'elle soit, je suppose, loyale envers le nouveau gouvernement qu'ils ont installé à Kiev, comment cela a-t-il été perçu par la population locale du Donbass? Eh bien, le rôle de la police était très intéressant à étudier en 2014, et j'en parle longuement dans mon livre, en prenant en compte spécifiquement la situation à Mariupol. J'ai été basé à Mariupol pendant plus de 2 ans, et j'ai fini par me retrouver dans une position où je pouvais suivre de nombreux procès de prétendus séparatistes, ainsi que des procès de membres des bataillons de volontaires qui avaient commis des crimes violents comme des meurtres, des actes de torture et des enlèvements. Il s'agissait donc de 2 types de procès différents, mais en suivant les procès des prétendus séparatistes, c'était très intéressant, car cela offrait en réalité une vue de l'intérieur des événements de 2014 et de la façon dont ils se sont déroulés, ainsi que de l'état d'esprit de la population à l'époque. Et c'était tout simplement fascinant. J'ai ensuite complété les informations que j'avais recueillies lors de ces procès par mes propres recherches en ligne ou grâce à divers contacts que j'avais avec des responsables politiques locaux. Par exemple, l'un de mes contacts était auparavant le secrétaire municipal de la mairie de Mariupol lorsque tout était chaotique en 2014. Son point de vue était très intéressant, car il a longuement parlé de la police. Dans tout le Donbass, en réalité, la police, dans la grande majorité des cas, est restée neutre, pour ainsi dire, dans le conflit entre le gouvernement et les séparatistes. Elle est restée en retrait, ce qui est assez étonnant, mais c'est ce qui s'est passé. Et même à Mariupol, les personnes favorables à la RPD, la République populaire de Donetsk, avaient le sentiment que la police était de leur côté. Et comme à Kiev, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment compter sur la police dans le Donbass, ils ont en fait essayé de changer plusieurs chefs de police dans les villes, comme ils l'ont fait à Mariupol. Ils ont donc d'abord remplacé le chef de la police de Mariupol par un autre homme originaire du Donbass. Mais il n'a pas modifié la dynamique comme il l'aurait souhaité.
Ce nouvel homme, qui n'était en poste que depuis un mois, a donc été à nouveau remplacé par un autre chef de police. Mais cette fois, ils ont choisi quelqu'un venant de l'extérieur du Donbass, quelqu'un qu'ils pensaient capable d'appliquer réellement le point de vue de Kiev dans le Donbass et de ne pas suivre la population locale. Et cela a conduit, cette nomination a conduit, la population locale à se rebeller contre ce nouveau chef. Et même la police locale elle-même s'est rebellée contre ce nouveau chef. Et cela s'est produit dans le contexte où la population du Donbass préparait le référendum pour l'indépendance, qui a eu lieu le 11 mai 2014. Ce nouveau chef de la police a été nommé le 1er mai, donc seulement 10 ou 11 jours auparavant. Le 9 mai, il a décidé d'organiser une réunion avec tous les chefs des forces armées ukrainiennes qui encerclaient la ville. Le centre-ville était contrôlé par les séparatistes et la périphérie était contrôlée par l'armée ukrainienne, les bataillons de volontaires et la garde nationale. Ainsi, le chef de la police a invité les responsables dans son bureau le 9 mai. On pense que le sujet de la discussion portait sur la manière dont il pouvait empêcher la tenue du référendum le 11 mai. En fait, ce jour-là, le commissariat de police a été attaqué. La situation était très confuse, et c'est l'un des événements les plus importants des premiers jours du conflit du Donbass, car la population locale s'est retrouvée impliquée dans ce qui se passait. Il y avait des manifestations ce jour-là, le 9 mai, pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le monde russe, ils célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale le 9 mai, pas le 8, mais le 9. Ainsi, les gens qui défilaient dans les rues pour célébrer la victoire contre le fascisme, comme ils l'appellent, ont commencé à entendre des coups de feu près du commissariat. Ils ont couru vers l'endroit, pensant que les forces armées ukrainiennes attaquaient la police. Donc, c'était très confus. Encore une fois, si vous voulez des détails, vous pouvez vous référer à mon livre, car c'est une longue histoire quand on entre dans les détails. Mais la conclusion était que la population locale et la plupart des policiers locaux faisaient front commun, d'une certaine manière, pour une forme d'autonomie du Donbass. On pourrait au moins le dire ainsi. Le chef de la police qui est arrivé après cette attaque du 9 mai, parce que celui qui était pro-Kiev a été enlevé ce jour-là, passé à tabac, puis retrouvé quelques jours plus tard, mais il n'était plus en état de diriger la police. Donc un autre homme a été nommé, originaire de Mariupol. Cet homme a essayé d'apaiser la situation, mais il a ensuite été accusé par les nationalistes d'être trop proche des séparatistes et ils ont tenté de le faire arrêter. Et cet homme a finalement démissionné lui aussi de son poste de chef de la police de Mariupol. Il a en fait fini par rejoindre la RPD, ce qui est fascinant. Il est ensuite devenu gouverneur de district dans la RPD à Vozovsk, qui se trouve dans le sud de la République populaire de Donetsk. Et savez-vous ce qu'il est aujourd'hui? Il est actuellement le maire de l'administration russe à Mariupol. Son parcours est fascinant. Il a été le dernier chef de la police nommé par le gouvernement de Kiev avant l'été 2014. L'histoire de cet homme est vraiment fascinante, j'en parle d'ailleurs dans le livre. Pour revenir à votre question, également à Donetsk, lorsque vous lisez ce qui s'est passé les 6 et 7 avril, cela m'a aussi été raconté par un conseiller régional qui était en même temps journaliste. Et il m'a raconté son histoire, comment tout a commencé. Il a dit que les conseillers régionaux étaient à Donetsk, dans une salle des bureaux du conseil régional, et qu'ils étaient entourés de manifestants pro-russes, des milliers d'entre eux, et qu'ils avaient peur de sortir et ne savaient pas quoi faire. Puis à un moment donné, le chef de la police de Donetsk est venu les voir, et ils ont pensé « Oh, il va nous sauver ». Mais non, il est venu leur délivrer un ultimatum, leur disant, en gros, soit vous votez pour soutenir la création de la République populaire de Donetsk,
soit vous êtes hors jeu et ce conseil est dissous. Tel était le message transmis par le chef de la police de Donetsk aux conseillers régionaux. Et puis ils ont présenté un homme qui s'est présenté comme le nouveau gouverneur de la République populaire de Donetsk. Et ce n'est que le lendemain que la République populaire de Donetsk a été officiellement créée. Donc, je pouvais en fait comparer ce qui est dit sur Wikipédia avec le récit de cet homme, et les récits concordent en réalité. Mais cela montre que la police locale, dès le tout début, a joué un rôle actif en permettant d'une certaine manière aux séparatistes de prendre le pouvoir, car elle n'a délibérément pas opposé de résistance, vous voyez? Et ensuite, ils ont en quelque sorte protégé les conseillers régionaux locaux lorsqu'ils ont essayé de sortir. Mais d'abord, ils leur ont en fait demandé de sortir par la porte principale. Mais il y avait toutes les manifestations, et les manifestants étaient en colère parce qu'ils avaient refusé de voter pour le nouveau gouvernement. Donc certains d'entre eux ont été frappés, apparemment, selon ce type. Ensuite, ils sont rapidement retournés à l'intérieur du bâtiment, et l'interlocuteur a dit que pour lui, c'était une façon pour la police de leur montrer qu'ils avaient besoin de la police pour les protéger et qu'ils n'avaient plus le contrôle. Ensuite, la police a réussi à escorter ce type par une porte arrière. Et cela a marqué la fin du pouvoir de Kiev à Donetsk. Et nous parlons du 7 avril 2014, très tôt dans les événements. Mais en réalité, même si les manifestants contrôlaient le bâtiment du Parlement d'origine, il y avait d'autres bâtiments dans la ville qu'ils ne contrôlaient pas à ce moment-là. Donc, la prise de contrôle s'est faite progressivement, et c'est précisément ce jour-là que la RPD a été proclamée pour la première fois, que le même jour à Kiev, le président par intérim a décidé de lancer l'opération antiterroriste afin de reprendre par la force tous les bâtiments publics et territoires qui avaient été saisis par les manifestants. C'est ainsi que tout a commencé. Mais encore une fois, on ne parle presque jamais, voire jamais, du rôle de la police locale, n'est-ce pas? Pourtant, il est apparu très tôt qu'ils étaient en quelque sorte favorables à l'indépendance du Donbass. Et même plus tard, en septembre 2015, alors que je faisais partie de la mission de l'OSCE, j'ai trouvé un article provenant d'une source gouvernementale ukrainienne où il était expliqué qu'en fait, 8000 membres de la police et de l'armée présents dans le Donbass depuis 2014 avaient rejoint les séparatistes. 8000. Ce n'est donc pas un petit nombre. Et j'ai pu le vérifier dans un petit commissariat de police à Siversk. Vous savez, Siversk est aujourd'hui une ville de première ligne à l'est de Kramatorsk et Sloviansk. Mais, dans cette petite ville que j'ai visitée en 2015, nous avons parlé au maire. Et le maire nous a dit que le commissariat local avait en fait perdu les 2/3 de son personnel parce qu'ils avaient rejoint la RPD, la République populaire de Donetsk. Il s'agissait d'une équipe de 15 policiers et 10 d'entre eux sont partis avec la RPD lorsque celle-ci a décidé de se retirer de la région, car ils pensaient ne plus pouvoir faire face à la pression de l'armée ukrainienne. C'était donc un exemple local de la façon dont de nombreux policiers locaux ont décidé de rejoindre la RPD, la République populaire de Donetsk. Encore une fois, ce genre d'exemple, presque personne n'en parle. Et cela, je l'ai découvert sur place. Donc l'idée que tout cela était, vous savez, une opération dirigée par la Russie, que c'était une agression russe, qu'il n'y avait pas de rébellion du peuple du Donbass, que tout cela était un récit avancé par Moscou pour couvrir ce qui était une pure agression. Cela n'est pas confirmé par les faits. D'après de nombreux témoignages que j'ai recueillis sur le terrain, il y avait un soutien assez important à l'insurrection menée localement dans le Donbass. Oui, les Russes ont donné un coup de main à un certain moment.
Nous le savons avec Strelkov, avec Borodai, également Borodai, qui est devenu le premier ministre d'un nouveau pays né le 14 mai. Mais Borodai lui-même a affirmé qu'il avait été envoyé par le président de la Crimée, comme Strelkov, pour en réalité aider certains Ukrainiens qui ne voulaient pas respecter le gouvernement de Kiev. Donc il ne savait pas vraiment ce qui allait se passer par la suite. Mais à partir des accords de Minsk, il était clair que la Russie n'avait pas l'intention d'intégrer réellement ces républiques du Donbass à son territoire. L'accord de Minsk stipulait qu'elles devaient simplement bénéficier d'une autonomie au sein de l'Ukraine. Mais cela était considéré comme inacceptable par les éléments nationalistes en Ukraine, ainsi que par de nombreuses personnes en Occident. Je me souviens de nombreux Occidentaux qui pensaient que les accords de Minsk étaient inacceptables d'un point de vue occidental, estimant que cela donnerait un levier à la Russie dans les affaires de l'Ukraine, car on pensait que ces républiques du Donbass seraient de toute façon influencées par la Russie. Ce qui n'est pas un argument absurde, mais c'est simplement prendre en compte la réalité sur le terrain. En Ukraine, il y a des personnes pro-occidentales et il y a aussi des personnes pro-russes. C'est simplement la réalité d'un pays divisé. Et de mon point de vue, il n'y a rien d'illégitime à donner la parole à tout le monde. Les personnes pro-ukrainiennes et pro-occidentales ont le droit de s'exprimer sur les affaires de l'État. Mais pourquoi exclure une autre partie du pays ayant des opinions différentes? Ce n'est pas ainsi que je conçois le fonctionnement de la démocratie. Je n'ai donc jamais partagé ce point de vue, selon lequel il serait naturel d'exclure les pro-russes des débats en Ukraine. Je ne considère pas cela comme une démarche démocratique. Pourtant, cette attitude a été adoptée par de nombreux Occidentaux qui estimaient que tout ce qui concernait la Russie devait être considéré comme inacceptable. Et c'est cet état d'esprit, cette mentalité partisane, qui nous a menés à la crise actuelle. Car toutes ces personnes, en Occident et en Ukraine, n'ont jamais voulu prendre en compte les préoccupations, dont beaucoup sont légitimes, des personnes pro-russes dans le pays, ou de la Russie en tant que nation elle-même. Ils pensaient que ce point de vue russe devait être combattu à tout prix. Et vous savez, quand on étudie les choses même au-delà de 2014, on sait qu'avec Brzezinski, par exemple, et son livre Le Grand Échiquier, il a en fait théorisé dès 1987 que la séparation de l'Ukraine de la Russie devait être un objectif stratégique des États-Unis afin d'affaiblir la Russie et de l'empêcher d'avoir à nouveau des ambitions impérialistes. C'était l'argument qu'il développait dans son livre de 1987. Et vous pouvez voir que ce point de vue a été suivi par l'État profond américain pendant des années et des années. Renforcer la séparation de l'Ukraine d'avec la Russie était, vous savez, un objectif à long terme de chaque administration américaine. Mais le problème, c'est que cela blessait profondément la psyché russe. Et c'était très clair, même chez des personnes comme Samuel Huntington, dans son livre de 1996, Le choc des civilisations, que vous connaissez bien sûr. Il avait en fait averti à l'époque que si l'Ukraine essayait un jour de rejoindre l'OTAN, la conséquence la plus probable serait le déclenchement d'une guerre civile en Ukraine, qui impliquerait également une intervention russe. Et cela finirait par une partition, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Et Samuel Huntington avait tout prévu dès 1996. Il y avait même William Burns, ancien ambassadeur américain en Russie, qui en 2009 a rédigé le fameux Memo Burns, dans lequel il expliquait exactement la même chose. Si nous poussons l'Ukraine à intégrer l'OTAN, c'est une ligne rouge pour la Russie, ce qui pourrait mener à la guerre. Il l'a dit explicitement. Donc toutes ces personnes
ne pouvait pas ignorer que pousser l'Ukraine à rejoindre l'OTAN était une ligne rouge absolue pour la Russie et mènerait inévitablement à un conflit. Je le savais moi-même lorsque je travaillais avec le ministre français de la Défense. Je me souviens avoir lu le télégramme de notre ambassadeur français à Moscou à l'époque qui décrivait essentiellement le même argument que William Burns. Tout le monde le savait, et pourtant, ils ont continué à pousser pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, sachant que c'était une énorme provocation pour la Russie. On peut donc en conclure, puisqu'ils ne pouvaient pas ignorer que la Russie réagirait très mal, puisque cela était connu depuis 25 ans, qu'ils ont volontairement provoqué la Russie à entrer en guerre en répétant sans cesse que l'Ukraine devait rejoindre l'OTAN, et qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant que l'Ukraine n'intègre l'OTAN. En 2008, lorsque l'OTAN a promis une future adhésion à l'Ukraine et à la Géorgie, il n'y a pas eu que l'ambassadeur américain, Burns, qui est ensuite devenu directeur de la CIA, qui a averti que cela déclencherait une guerre civile. Wikileaks a révélé que les ambassadeurs français et allemands avaient également mis en garde contre le risque d'une guerre civile. Si l'on voulait provoquer une guerre civile, c'est presque ce à quoi on pourrait s'attendre. Car d'abord, donc, lorsque le gouvernement a été renversé en 2014, même à ce moment-là, la BBC rapportait que la majorité des Ukrainiens ne soutenaient pas les manifestations de Maïdan, ni les émeutes, et qu'encore moins auraient soutenu un coup d'État. Et pourtant, cela a été fait par la suite. Toute critique à ce sujet a été plus ou moins rendue illégitime et presque criminalisée, parce que c'était considéré comme pro-russe, et il était interdit d'être pro-russe. Pourtant, il s'agissait de la majorité de la population qui avait voté pour de bonnes relations avec la Russie. Les sondages l'avaient montré. Donc si l'on prive ensuite ces personnes de toute autonomie en disant qu'ils sont tous des voyous, ou qu'ils sont pro-russes, ou même qu'ils sont en réalité des Russes, on pouvait alors s'attendre à ce que cela conduise à un soulèvement à la place. Et encore une fois, je pense que c'est ce que nous avons vu, mais je voulais quand même vous demander, parce que lorsque les Ukrainiens ont finalement eu la possibilité de voter à nouveau en 2019, vous savez, Zelensky à ce moment-là se présentait sur une plateforme de paix. Il allait parler avec le Donbass et faire la paix. Il allait mettre en œuvre les accords de Minsk et faire la paix avec la Russie. Pourtant, cela a été très rapidement inversé. Et en effet, il a aussi été beaucoup menacé. Les personnes qui l'ont menacé, les différents groupes d'extrême droite, au lieu d'être punis, ont en fait fini par être intégrés à son gouvernement après qu'il ait renoncé à toute sa plateforme de paix. Encore une fois, il a remporté 73% des voix et il a fini par faire exactement le contraire. Comment avez-vous évalué cette situation? Parce que pour moi, c'était le point. J'étais très optimiste lorsque les Ukrainiens ont massivement voté pour mettre fin au conflit, mais ils n'ont pas obtenu ce pourquoi ils avaient voté. Je me demandais comment vous avez perçu ou vécu cela sur le terrain en Ukraine. D'accord. Si vous me permettez juste 2 secondes, j'ai besoin de faire quelque chose. Oui. Désolé pour cela. Donc, pour répondre à votre question, j'étais comme vous à l'époque. J'étais enthousiaste à l'idée de l'élection de Zelensky et j'espérais qu'enfin nous pourrions voir la mise en œuvre des accords de Minsk, car il avait essentiellement promis de résoudre le conflit du Donbass pendant sa présidence, même si cela devait lui coûter sa réélection. Il l'avait dit, et il semblait vraiment sincère en le disant. Et on pouvait alors espérer qu'il obtiendrait effectivement une majorité au Parlement pour enfin modifier la Constitution, ce qui était la clé pour débloquer les accords de Minsk. Il a d'ailleurs rapidement dissous le Parlement afin de ne pas perdre de temps, et il y a eu de nouvelles élections législatives 2 mois après son investiture en tant que président.
Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il a obtenu la majorité au Parlement, une majorité absolue, plus de 50% des sièges. Et on pouvait aussi voir qu'avec les voix du bloc d'opposition, qui était le soi-disant parti pro-russe, il aurait une majorité des 2/3 au Parlement pour enfin adopter la modification de la Constitution qui bloquait tout le reste. J'étais donc vraiment optimiste. Mais ensuite, le moment où l'on a compris que cela n'arriverait pas, c'était en décembre de la même année, en décembre 2019, lors de la première réunion au niveau présidentiel de ce que nous appelons le format Normandie, si vous vous souvenez. Je crois que c'était le 4 ou le 5 décembre 2019. Il y avait donc Zelensky avec Poutine, la chancelière allemande Merkel et le président français, qui était Macron à l'époque. Merkel and French president, it was Macron at that time. So they all sat together to discuss, how to. Ils se sont donc tous réunis pour discuter de la manière de progresser vers la paix. Ils se sont mis d'accord sur divers points, comme l'échange de prisonniers. Mais la seule chose qui a réellement été mise en œuvre après cela, c'est cet échange de prisonniers. À part cela, le sujet principal, l'accord de Minsk, a été perdu une bonne fois pour toutes après cette réunion. Car Zelensky a déclaré après la réunion que l'Ukraine ne pouvait pas appliquer l'accord de Minsk, à moins que le calendrier des mesures, tel que prévu dans l'accord de Minsk, ne soit modifié. Et cela était totalement inacceptable pour les Russes et les séparatistes. Je l'ai expliqué dans une autre interview. Je veux dire, l'ordre des différentes mesures était essentiel. Il n'a pas été décidé au hasard. Il y avait une logique derrière. Et la dernière mesure, une fois que l'Ukraine aurait accordé l'autonomie, l'amnistie, une force de police locale et des droits linguistiques au peuple du Donbass, alors le peuple du Donbass rendrait au gouvernement ukrainien le contrôle de la frontière avec la Russie, n'est-ce pas? C'était donc une garantie pour le peuple du Donbass que l'Ukraine remplirait effectivement sa part de l'accord avant toute autre chose. Sinon, la frontière avec la Russie représentait leur voie de sortie si les choses tournaient mal. Et le problème, c'est que si l'on inversait toutes les mesures en disant que le contrôle de la frontière devait venir en premier, c'était la garantie que les séparatistes n'accepteraient jamais. Car ils savaient que dès que l'Ukraine reprendrait le contrôle de la frontière, ils seraient coincés à l'intérieur de l'Ukraine. Et quelle garantie aurait-il alors que l'Ukraine respecterait ses engagements dans le cadre des accords de Minsk? Et l'un des points principaux était l'amnistie, vous savez. En 2017 et 2018, l'Ukraine avait envoyé un très mauvais signal à la communauté internationale et aux habitants du Donbass en adoptant une loi appelée la loi sur la réintégration du Donbass. Au départ, il s'agissait d'un projet de loi dans lequel un article très précis stipulait que le gouvernement ukrainien poursuivrait en justice toute personne impliquée dans la collaboration avec les autorités d'occupation. C'est ainsi que c'était formulé. Et la façon dont cela a été compris, c'est qu'avec ce libellé, il pouvait en gros poursuivre n'importe qui, jusqu'à la femme de ménage qui travaille dans une maternelle, simplement parce qu'elle est payée par les autorités d'occupation, n'est-ce pas? Parce que toutes ces personnes travaillant pour les écoles et les hôpitaux étaient payées avec de l'argent public, géré par les soi-disant autorités d'occupation, la RPD ou la RPL. C'était un très mauvais signal. Même les puissances occidentales à l'époque considéraient cet article comme inacceptable. Donc il y a eu de fortes pressions exercées sur les autorités ukrainiennes et le Parlement ukrainien. Ils ont effectivement modifié la loi et retiré cet article. Mais comme me l'a dit plus tard, un député du bloc d'opposition, un mois après, il a dit « Vous savez quoi? Le Parlement a retiré l'article, mais ils ne l'ont pas remplacé par un autre article qui garantirait en fait qu'il y aurait une amnistie, ce qui était une exigence de Minsk. »
Encore une fois, il s'agissait d'une exigence de Minsk de prévoir une amnistie pour toutes ces personnes. Mais il n'y avait pas un tel article, ce qui signifie que l'on pouvait en conclure que l'Ukraine se réservait le droit de faire ce qu'elle voulait. Ainsi, ce député du bloc d'opposition lui-même considérait que c'était toujours un très mauvais signal. En revenant à 2019, les habitants du Donbass savaient parfaitement quelles étaient les intentions du gouvernement et du Parlement ukrainien. Leur intention était de poursuivre chacun d'entre eux jusqu'au dernier. Ils l'avaient démontré. Donc bien sûr, ils n'auraient jamais accepté une modification des mesures de l'accord de Minsk, car ils savaient que les gens à Kiev étaient obsédés par l'idée d'arrêter chacun d'entre eux et de ne rien appliquer de l'accord de Minsk. Et ils n'ont rien mis en œuvre de l'accord de Minsk. Même le versement des prestations sociales, comme les retraites, ce dont on ne parle jamais, était un énorme problème pour la population du Donbass. Beaucoup d'entre eux étaient âgés. On parle de plus d'1 million de personnes qui vivaient du mauvais côté du Donbass, pour ainsi dire, en territoire contrôlé par les séparatistes. Du jour au lendemain, ils ont perdu leur pension. Il est devenu un enfer pour eux de percevoir le moindre paiement, car il n'y avait plus de système bancaire dans les territoires séparatistes, puisque personne ne les reconnaissait. Donc, toutes les banques se sont retirées. À un moment donné, la Croix-Rouge, et cela je le sais d'une source interne à la Croix-Rouge, a proposé d'agir comme une banque et d'obtenir de l'argent du gouvernement ukrainien pour le distribuer aux retraités dans les territoires séparatistes. Cela serait conforme à l'accord de Minsk, car l'accord de Minsk insistait pour que l'Ukraine, le gouvernement ukrainien, veille à ce que le paiement de toutes les pensions reprenne. Mais le gouvernement ukrainien a fait quelque chose de complètement différent. D'abord, il a rejeté la proposition du CICR. Au lieu de cela, il a déclaré « Non, nous ne verserons des pensions qu'aux personnes déplacées se trouvant sur le territoire contrôlé par le gouvernement ». Ils ont donc essentiellement poussé tous ces retraités à déclarer faussement qu'ils étaient des personnes déplacées sur le territoire contrôlé par le gouvernement afin de pouvoir toucher leurs pensions. Mais alors, le gouvernement ukrainien savait qu'il existait ce système. Donc, à un moment donné, et très tôt en 2016, ils ont décidé de créer un mécanisme de contrôle pour s'assurer que toutes ces personnes qui vivaient réellement dans les territoires séparatistes et prétendaient être des personnes déplacées dans les territoires contrôlés par le gouvernement puissent être vérifiées. Ils voulaient vérifier chacune d'entre elles pour s'assurer qu'elles vivaient effectivement dans les territoires contrôlés par le gouvernement. C'était une opération qui a commencé et a duré des années. Et pendant ce temps, qu'ont-ils fait? Ils ont cessé de verser les pensions. Du jour au lendemain, toutes ces personnes n'ont plus reçu leur pension. Même celles qui étaient véritablement des personnes déplacées ont vu leur pension suspendue. En moyenne, il fallait 6 mois pour que le versement de la pension reprenne si tout était en ordre. Mais j'ai vu de nombreux cas où cela prenait plus d'1 an, 1 an et demi. Et certaines personnes finissaient par être tellement désespérées qu'elles abandonnaient l'idée de récupérer leur pension. Malheureusement, il y avait une petite pension versée par la Russie, en fait financée par la Russie, pour qu'ils puissent à peine survivre. Mais nous parlons, je pense, de la pension de base que la Russie versait, qui était de 2000 roubles, ce qui ne représentait rien. C'était juste assez pour acheter du pain afin de ne pas mourir de faim. Beaucoup de gens ont survécu grâce à ce petit don de la Russie. Plus de 50 cents, comme je l'ai demandé aux gens par la suite. En 2018, plus de 50% des retraités du Donbass avaient perdu leur pension ukrainienne, ce qui est contraire aux accords de Minsk, ce qui est contraire à la loi, vous savez. Mais le gouvernement ukrainien s'en moquait.
Et beaucoup de personnes en Ukraine ont soutenu cette décision parce que, oh, nous ne devrions pas donner d'argent à ceux qui décident de rester dans les territoires occupés, car cela signifie qu'ils sont des traîtres. Nous ne devrions pas donner d'argent aux traîtres. Vous voyez, je développe ici un point dont personne ne parle. Je n'ai jamais abordé ce point précis dans aucune interview jusqu'à présent. Mais pour nous, qui travaillons à l'unité des droits de l'homme de la mission de l'OSCE à Luhansk, ce dont je parle était un problème quotidien auquel nous étions confrontés. Tant de personnes venaient se plaindre auprès de nous pour savoir comment nous pouvions les aider à résoudre leurs problèmes pour obtenir leur pension. C'était un véritable obstacle pour des centaines de milliers de personnes. Et même certains d'entre eux qui ont été bombardés, blessés et bombardés, ont refusé d'être reconnus par nous comme victimes de bombardements, par crainte que leur nom n'apparaisse dans une base de données et que le gouvernement ukrainien ne prenne cela comme prétexte pour leur couper définitivement leur pension. Nous avons eu plusieurs cas où des personnes réellement blessées par des bombardements ukrainiens ont refusé d'être interviewées par nous afin que nous puissions confirmer leur cas. Je parle de cela dans la région de Luhansk. Nous n'avons donc pas pu confirmer le cas parce que nous ne pouvions pas interroger la personne. Cela montre à quel point les gens avaient peur et à quel point la pension était importante pour eux et jusqu'où ils étaient prêts à aller pour s'assurer de garder ce lien vital. Voilà, je suis content d'avoir aujourd'hui l'occasion de mentionner ce cas car je ne l'avais jamais fait auparavant. Et à mes yeux, ce qui est arrivé à ces personnes a été un énorme scandale. Eh bien, certaines de ces questions humanitaires auraient également dû être traitées par les ONG opérant en Ukraine. Je voudrais aussi vous interroger sur votre expérience avec les ONG, car je sais que certaines d'entre elles ont pu jouer un rôle négatif. Je veux dire, historiquement, au moins depuis les années 1980, de nombreuses ONG ont été utilisées presque comme un bras de propagande, ou pour capter la société civile d'autres États, en affirmant « Voici la société civile, ils sont ukrainiens, nous les représentons ». Comme nous l'avons vu avec les coupes budgétaires, lorsque Trump a commencé à réduire les financements, nous avons découvert, par exemple, que la majorité des médias ukrainiens étaient financés par l'USAID, ce qui suggère en quelque sorte qu'ils ne sont plus vraiment indépendants. Mais après l'élection de Zelensky, il y a cette ONG fascinante, enfin, ils disent qu'elle est ukrainienne, c'est le Centre ukrainien des médias de crise. Et ils ont en fait publié des lignes rouges disant qu'ils ne devaient mettre en œuvre aucune des propositions de paix, ni aucune de ses promesses de campagne électorale. Par exemple, il n'a pas le droit de parler à la Russie sans que l'OTAN et l'UNRWA soient présents. Il ne doit rien faire qui compromette la voie vers l'OTAN, en somme, l'ensemble de sa plateforme électorale. Or, cette ONG, encore une fois ukrainienne, ils disent qu'elle est en réalité financée par le National Endowment for Democracy, qui a été créé par la CIA et Reagan, ainsi que par l'OTAN. Il y a une liste de dons, le gouvernement américain, le gouvernement suédois, le gouvernement norvégien. Allemagne, Canada. Il y a aussi un autre groupe de réflexion. Il était financé par, il s'appelle l'Institute for Statecraft, qui a été exposé il y a quelques années pour l'initiative d'intégrité, où ils ont créé des groupes ou des réseaux de journalistes et d'universitaires menant des opérations d'influence depuis le Royaume-Uni. Encore une fois, tout cela est déjà public. C'est disponible. Pourtant, tout cela relève désormais de la société civile. Cela a d'une certaine manière été présenté comme étant ukrainien, mais il s'agit en réalité d'une opération d'influence financée par des gouvernements occidentaux. Je me demandais simplement dans quelle mesure les ONG avec lesquelles vous avez travaillé ont-elles aidé ou les avez-vous vus agir à l'encontre de ce qui était censé être la mission? Ou aviez-vous un point de vue à ce sujet?
Eh bien, c'est une question intéressante que personne ne m'a encore posée lors des interviews que j'ai données jusqu'à présent, le rôle des ONG. Juste une petite anecdote à propos du NED, le National Endowment for Democracy. À un moment donné, lorsque j'étais dans le Donbass, j'avais un collègue américain qui était un ancien membre du NED. Il avait travaillé pendant 5 ans pour le NED en Ukraine. Et il s'est retrouvé, dès qu'il a rejoint notre base, à travailler dans l'unité de reporting. C'était très important, car l'unité de reporting compilait en fait le rapport quotidien de la base. Ainsi, tous les rapports des observateurs individuels de la journée se retrouvaient sur le bureau de ce type qui faisait sa propre sélection de ce qui était pertinent ou non à envoyer au siège. C'est donc un rôle clé. Et ce gars-là, tout d'abord, s'est vu confier ce rôle clé. Et puis, comme moi-même, je travaillais aussi sur ces rapports, puisque je faisais un rapport hebdomadaire, pas un rapport quotidien. En lisant différents rapports pour le rapport hebdomadaire, j'ai trouvé des incohérences que je ne comprenais tout simplement pas. Je suis donc allé voir le chef de l'unité de rapport de notre base et je lui ai demandé « Peux-tu me donner accès aux rapports originaux ?» parce que je ne les avais pas. Le gars qui avait mis en place le système avait fait en sorte que nous ne puissions pas voir les rapports de patrouille des autres. Il disait que c'était pour contrôler la désinformation, mais on se rend compte que c'est en fait un moyen de contrôler l'information, tout simplement. En parcourant différents rapports, nous avons découvert que ce gars du NED avait grossièrement falsifié un rapport. Grossièrement. Je veux dire, ça ne peut pas être une erreur, il faut le faire volontairement, il n'y a pas d'autre explication. L'histoire était que une de nos patrouilles avait visité les deux côtés d'une ligne de contact lors d'un échange de tirs d'artillerie. Dans un village contrôlé par l'Ukraine, le maire nous a dit qu'il n'y avait aucun dégât. Dans la ville contrôlée par les séparatistes, qui était alors Gorlovka, notre patrouille a constaté des dégâts sur 5 maisons. Tout était détaillé, et la personne dans le rapport a essentiellement affirmé que tous les dégâts que nous avions vus à Gorlovka se trouvaient en réalité du côté ukrainien de la ligne de contact, dans le village de Visovo, où le maire avait déclaré qu'il n'y avait aucun problème. Donc, parce que le maire disait qu'il n'y avait pas de problème et que nous constations 5 maisons endommagées par des tirs d'artillerie, cela n'était pas cohérent. C'est pourquoi j'ai demandé, « Eh bien, pouvez-vous m'expliquer cela ?» Quoi qu'il en soit, lorsque la personne a été prise sur le fait, elle a plaidé l'erreur humaine. « Oh, je suis désolé. » Je suis vraiment content que tu aies découvert cette erreur. Il a dit que c'était une erreur humaine parce qu'il était stressé, qu'il devait travailler vite et ainsi de suite. Mais c'était la seule défense qu'il pouvait avancer. C'était très intéressant de voir qu'une falsification aussi grossière d'un rapport avait été commise par quelqu'un au passé très douteux, travaillant pour le NED, qui, comme tu l'as dit, a été créé pour remplacer le rôle de la CIA dans les opérations d'influence à l'étranger. Voilà, parenthèse fermée. Parlons des ONG. Le fait intéressant à noter, c'est que très tôt, dès 2015, tant la République populaire de Donetsk que la République populaire de Louhansk ont décidé de nettoyer, si je puis dire, la présence des ONG sur les territoires qu'elles contrôlaient. Elles ont choisi de mettre en place un processus de filtrage de toutes ces différentes ONG, et la plupart des ONG internationales n'étaient pas disposées à se soumettre à ce processus de filtrage. Elles ont déclaré « Non, nous ne reconnaissons pas ces autorités, donc nous refusons de passer par ce processus », s'excluant ainsi de facto de toute activité sur ces territoires. Très peu d'ONG internationales ont finalement accepté l'idée de se soumettre à ce processus.
très peu d'entre elles. Avant que cela n'arrive, je me souviens qu'un collègue m'a envoyé un rapport considéré comme confidentiel. Il m'a dit, « S'il te plaît, ne partage pas ce rapport. Il est confidentiel. » Ce rapport concernait une ONG internationale que je ne nommerai pas. En substance, les autorités de la République populaire de Donetsk s'étaient officiellement plaintes auprès du responsable de cette ONG que leurs représentants sur place diffusaient de la propagande contre la République populaire de Donetsk. Selon eux, ils disaient essentiellement à tout le monde, « Oh, vous ne devez pas respecter les autorités séparatistes. Vous devez, vous savez, les combattre. Vous ne devez pas les respecter. » Donc ils ont dit que si c'était vrai, et vous savez, c'était pas impensable que cela puisse l'être, alors ce n'était pas un comportement qu'ils pouvaient raisonnablement tolérer. Ainsi, cet homme a été considéré comme persona non grata sur le territoire. Mais, fait intéressant, l'ONG a ensuite changé sa manière d'opérer et a continué à travailler dans le Donbass, mais en retirant simplement le personnel international. Les seules ONG internationales qui ont continué à travailler par la suite dans les territoires séparatistes étaient celles qui avaient d'abord accepté de passer par une forme de filtrage et qui avaient accepté de retirer tout le personnel international. Elles étaient donc essentiellement dirigées localement par du personnel local. Et les séparatistes pouvaient alors accepter cela. Mais ils étaient encore très peu nombreux. En réalité, le CICR est comme un intermédiaire entre une agence gouvernementale et une ONG. C'est une organisation tellement grande et officielle que les gens la considèrent presque comme une organisation internationale, mais elle reste indépendante en même temps. C'était de loin l'organisation humanitaire la plus importante présente dans les territoires séparatistes, tant en termes d'effectifs que de budget. Il maintenait du personnel international sur place parce que c'est une organisation réputée pour sa discrétion partout où elle intervient. Et parce qu'ils sont discrets, ils ont réussi à gagner la confiance de toutes les parties impliquées dans les conflits. C'est l'une de leurs principales qualités. Ainsi, ils ont pu continuer à travailler dans les territoires séparatistes et à accomplir beaucoup de tâches importantes, comme, par exemple, distribuer du charbon aux familles qui n'avaient pas les moyens d'en acheter. Et l'hiver dans le Donbass est très froid. Pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter du charbon, cela peut littéralement être une condamnation à mort. Ainsi, les personnes les plus vulnérables ont pu survivre en grande partie grâce au ICR. Mais l'ONU achetait aussi beaucoup de charbon et le distribuait par l'intermédiaire d'ONG locales, ainsi que de certaines ONG internationales avec du personnel local. Donc je n'ai pas remarqué, une fois le système mis en place très centralisé par les républiques séparatistes, que cela posait problème, même s'ils donnaient des autorisations de travail tous les 6 mois. Parfois, ils prenaient du retard dans leur propre processus bureaucratique. Ainsi, il arrivait que les ONG locales craignent de ne plus être autorisées à poursuivre leur travail. Mais en général, il ne s'agissait que de retard, et la situation finissait par se résoudre. Ensuite, du côté contrôlé par le gouvernement, il y avait un très grand nombre d'ONG internationales, car elles n'avaient aucun problème à travailler du côté contrôlé par le gouvernement. Il y avait donc beaucoup d'aide disponible là-bas, bien plus que du côté non contrôlé par le gouvernement. De plus, le gouvernement ukrainien lui-même subventionnait les personnes ayant besoin de charbon. Ils avaient leur propre système de subvention. Et cela a été déterminant à un moment donné, car une fois que le gouvernement ukrainien a imposé un embargo sur les territoires séparatistes à partir de mars 2017, il y a eu un embargo total sur toute forme de commerce à partir de mars 2017 sous la pression des nationalistes. Car jusqu'alors, l'Ukraine achetait secrètement du charbon aux territoires séparatistes,
puisque l'Ukraine avait un grand besoin de ce charbon pour ses propres centrales électriques, car ces centrales étaient conçues pour fonctionner avec un type de charbon spécifique qui n'était disponible qu'au Donbass. C'était crucial. L'anthracite est un charbon de haute qualité, et la plupart des mines d'anthracite étaient sous le contrôle des séparatistes. Ainsi, le gouvernement ukrainien, sous l'autorité de Medvedchuk et avec l'approbation de Porochenko, a mis en place un accord secret, pour acheter du charbon en secret. Nous savions déjà à l'époque que cela existait. Mais en même temps, vous savez, personnellement, je n'y voyais rien de mal, parce que je me disais que c'était une situation gagnant-gagnant, non? Parce que l'Ukraine avait besoin de ce charbon. Et finalement, quand les nationalistes l'ont découvert, ils ont dit « Oh non, non, cela ne peut pas continuer, car c'est de l'argent du sang. C'est comme donner de l'argent aux séparatistes, qui sont des terroristes. » Et à partir de là, c'était le blackout total. Et cela a été un gros problème pour l'Ukraine pendant un long hiver, car ils ont dû trouver une nouvelle solution. Comment pouvons-nous acheter du charbon bon marché? Ils ont donc essayé d'étudier différentes solutions. Acheter du charbon en Afrique du Sud, acheter du charbon aux États-Unis. Mais aucune de ces options n'était économiquement viable, car il était bien trop coûteux d'importer du charbon de tous ces pays lointains. Même le seul port qu'ils contrôlaient, à Odessa, même si ce port fonctionnait 24 heures sur 24, cela ne suffirait pas à importer la quantité de charbon dont le pays avait besoin. Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est continuer à acheter ce charbon du Donbass. En réalité, il n'était pas interdit de commercer avec la Russie à cette époque, donc ils l'achetaient directement à la Russie, mais ils l'achetaient au double du prix. Et le fonctionnement, en gros, était que la Russie achetait le charbon à de petites républiques qu'elle seule reconnaissait, comme l'Ossétie du Sud. Donc, les républiques séparatistes de la RPD et de la RPL vendaient officiellement leur charbon à l'Ossétie du Sud. Puis l'Ossétie du Sud le revendait à la Russie. Ensuite, la Russie le revendait à l'Ukraine. C'était le système. Au final, l'Ukraine interdisait le charbon du Donbass, mais il arrivait via l'Ossétie du Sud, puis la Russie, pour le double du prix. C'était donc un système absurde, mis en place pour que tout le monde puisse sauver la face et dire « Oh non, nous n'achetons pas de charbon aux séparatistes ». On voit le même système absurde aujourd'hui, avec ces sanctions contre la Russie, n'est-ce pas? Avec l'idée que l'Occident a toujours besoin du charbon et du pétrole russe, et que des pays majeurs comme l'Inde ont un besoin urgent de pétrole. Donc ce que l'on sait du système actuel, la Russie vend d'énormes quantités de pétrole russe que nous ne pouvons plus acheter, puis nous achetons du pétrole à la Russie, mais il s'agit en fait de pétrole russe. Et puis on dit, « Oh, vous savez, nous n'achetons pas de pétrole à la Russie, donc nous n'aidons pas la Russie. Nous avons la conscience tranquille. » Mais c'est totalement absurde, car nous savons que ce n'est qu'un jeu de mots. Et en plus, nous payons beaucoup plus cher pour acheter le même pétrole. C'est donc un système absurde. Les Occidentaux et les Ukrainiens se sont enfermés dans ce genre de logique absurde, où le bon sens est jeté par la fenêtre simplement pour sauver la face. Mais ils ne gouvernent pas dans l'intérêt des citoyens lorsqu'ils suivent ce genre de schéma. Nous vivons dans l'absurdité. Et tout le monde occidental vit aujourd'hui dans un système d'absurdité en suivant ces règles. Voilà donc une réponse assez longue pour vous parler du rôle des ONG internationales qui ont finalement conduit au commerce international. Je voulais juste vous poser une question rapidement, avant que nous partions, concernant 2021 et 2022. Nous avons constaté que les bombardements en Ukraine ont beaucoup augmenté avant l'invasion russe. Avez-vous des éclaircissements à ce sujet? Parce que j'ai vu des déclarations et des rapports contradictoires sur ce qui se passait dans les semaines ou les jours précédant l'invasion russe.
C'est une bonne question, une question importante. Et je dois dire qu'avant d'écrire mon livre, je n'avais pas d'opinion claire sur ce sujet. Parce que les données publiées par les États-Unis, et on pouvait les voir sur Twitter ou X par exemple, beaucoup de gens partageaient essentiellement une carte élaborée par notre mission, montrant une carte du Donbass avec diverses explosions pendant la période juste avant que la Russie ne lance son opération militaire spéciale. Donc, nous parlons de la période entre le 16 et le 24 février. Et en effet, il y a eu une énorme augmentation des violations du cessez-le-feu pendant cette période. Mais la carte en elle-même ne peut pas vous dire ce qui s'est exactement passé à cause de la manière dont l'information est collectée. Et je sais parfaitement comment cela a été collecté, car je faisais partie de tout le système. En gros, les observateurs sur le terrain rapportent des explosions. Et c'est pas facile souvent de distinguer, surtout quand le bruit de l'explosion est lointain. Ce n'est pas facile de faire la différence entre une explosion entrante et une explosion sortante, n'est-ce pas? Et cela change complètement la façon d'interpréter ce que l'on entend. Donc quand vous voyez une carte basée sur l'endroit où les observateurs ont entendu des explosions, cela ne veut rien dire. Cela indique simplement que des gens partagent des informations. Mais vous ne savez pas qui bombarde qui, parce que vous ne savez pas si ce qui est indiqué sur la carte correspond à des tirs sortants ou entrants. Même lorsque l'information officielle précise, selon les observateurs locaux, qu'il s'agit de tirs sortants ou entrants, ce n'est pas toujours fiable. Je sais par expérience que ce n'est pas totalement fiable, car cela repose sur l'observation humaine. Et pour ce type d'information en particulier, on ne peut jamais être sûr à 100%, à moins de le voir de ses propres yeux. Soit le système d'armes en train de tirer, soit les impacts eux-mêmes, ce qui arrive rarement. Si tout repose sur ce que l'on entend, on sait que ce n'est pas totalement fiable. Quoi qu'il en soit, la seule chose vraiment fiable, ce sont les données des caméras nocturnes. Au fil du temps, nous avions installé des caméras nocturnes tout le long de la ligne de contact. Ces caméras étaient actives 24 heures sur 24. Et il y avait un serveur à Kiev. Au début, ces caméras étaient surveillées localement dans les différentes bases du Donbass. Donc, j'y suis allé pendant ces jours-là. J'ai pu voir par moi-même ce que l'on pouvait observer à partir de ces caméras. Il m'est apparu parfaitement clair quel type d'image on pouvait en tirer. Ensuite, il a été décidé de tout centraliser à Kiev. Les moments où les caméras étaient les plus utiles étaient la nuit, car la nuit, lorsqu'on observe des bombardements, il n'y a pas que le son dont on peut rendre compte, il y a aussi la lumière. Je parle ici de balles traçantes et de projectiles traçants. Dans différentes interviews, j'ai mentionné des fusées éclairantes, mais en réalité, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était une erreur de traduction, et je présente mes excuses aux téléspectateurs qui auraient vu ces autres interviews. Ce que j'avais en tête, c'était les balles traçantes. Une fois, j'étais sur la partie de la ligne de front la plus active, au sud, à la tombée du jour, entre la République populaire de Donetsk et la République populaire de Luhansk. C'était la partie la plus active de la ligne de front avant 2022. Quand on observait la nuit dans cette zone, on pouvait voir des balles traçantes voler dans tous les sens, venant de toutes les directions. C'était fou. Mais en réalité, quand on connaît la carte, quand on connaît la position des caméras, on peut, à partir de ces mouvements, être sûr à 100% de qui bombarde qui. Lorsque j'ai fait des recherches pour mon propre livre, j'ai décidé de tout reprendre, car j'avais sauvegardé ces rapports, et ils sont encore disponibles en ligne, publiquement. Il existe des rapports publics, la plupart d'entre eux. Les rapports quotidiens de votre mission sont toujours disponibles en ligne. Je les ai tous téléchargés.
Et en fait, en annexe de chacun d'eux, vous avez les détails des violations du cessez-le-feu. J'ai donc tout examiné et je me suis particulièrement concentré sur les données des caméras nocturnes. La plupart des informations provenant des caméras nocturnes, lorsque l'on sait où elles sont et les positions des factions en conflit, permettent de savoir qui bombarde qui, une fois de plus. Malheureusement, très peu de personnes peuvent tirer ces conclusions, car, comme je l'ai dit, il faut savoir exactement où se trouvent les caméras et connaître les positions des différents camps, ce que nous savions parce que nous les avions cartographiés. Nous savions exactement où se trouvaient les différentes tranchées de chaque côté, car elles ont à peine changé au fil du temps. Ainsi, au cours de ce travail, je suis arrivé à la conclusion qu'à partir des données des caméras nocturnes, on pouvait voir que c'était principalement les forces ukrainiennes qui bombardaient les forces séparatistes. C'est, encore une fois, la seule information 100% fiable issue de nos rapports. Et cela a conduit à une conclusion qui allait à l'encontre de ma propre, hypothèse sur ce qui s'était passé à cette époque. Mon hypothèse initiale était qu'il s'agissait probablement de l'armée russe qui préparait son opération en bombardant. D'accord. Parce que, vous savez, généralement, lorsqu'on lance une opération offensive majeure, on la prépare par des bombardements. C'était mon idée initiale, mais ça n'est pas confirmé par les données des caméras nocturnes. Les données des caméras nocturnes offrent une perspective différente. Ensuite, j'ai aussi comparé cela à d'autres témoignages. Quand j'étais là-bas, je me souviens de l'un de mes collègues, j'étais à Odessa quand tout a commencé, donc pas directement dans le Donbass, mais vous savez, nous étions tous en contact les uns avec les autres, et j'ai eu quelques échanges téléphoniques avec des collègues dans le Donbass à propos de ce qui se passait. Et l'un de nos collègues norvégiens, d'ailleurs j'avais un collègue norvégien quand j'étais à Odessa, et il a dit « J'ai un ami à moi qui est actuellement déployé à Popasna. » Popasna est une petite ville située sur la ligne de contact dans la République populaire de Louhansk. Et il m'a dit que l'armée ukrainienne bombardait intensément la région de Popasna. L'armée ukrainienne bombardait lourdement. Et cela, c'était avant que les Russes ne lancent l'opération. Donc j'avais cette information d'un de vos collègues norvégiens, mon collègue compatriote. Et puis bien plus tard, 1 an après, j'ai rencontré un ancien collègue à moi en dehors de l'Ukraine, qui travaillait à Severodonetsk. Et il occupait un poste assez élevé à Severodonetsk. Et il m'a confirmé que ce qui s'était passé à l'époque était dû à une provocation de l'armée ukrainienne dans la région de Popasna, m'a-t-il dit. Et je n'ai aucune raison de douter de ce type, car il ne venait pas d'un pays que l'on pourrait considérer comme proche de la Russie. C'était plutôt le contraire, et je ne nommerai pas de quel pays il s'agissait. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelqu'un de pro-russe. Je peux vous l'assurer, car j'ai eu des discussions de gauche avec lui. Mais il a été suffisamment honnête pour me dire que non, ce jour-là, c'est l'armée ukrainienne qui a provoqué. Et vous pouvez aussi compléter cela avec d'autres informations. Le 17 février, donc le lendemain du début de ce pilonnage massif, le 17 février au matin, il y a eu un scandale relayé dans les médias ukrainiens puis occidentaux, affirmant que les Russes avaient bombardé une maternelle en pleine journée alors que des enfants s'y trouvaient. C'était l'histoire dans les médias. Et vous savez, j'étais encore en Ukraine, à l'OSCE à ce moment-là. Et je me suis dit, eh bien, vous savez, j'ai passé presque 5 ans dans le Donbass. Je n'ai jamais entendu une telle histoire, que les séparatistes oseraient bombarder une école en plein jour, alors qu'il y a des enfants à l'intérieur. Cela n'était jamais arrivé pendant tout le temps où j'y étais. Alors pourquoi diable aurait-il choisi ce jour-là, alors que les États-Unis avaient déjà annoncé au monde entier
que la Russie lancerait une opération le 16 février, que la Russie envahirait l'Ukraine le 16 février. Si vous vous souvenez, c'est ce qu'ils avaient dit. Et juste pour appuyer leurs propos, ils disaient « Oh, et pour prouver que la Russie attaque de manière barbare, ils bombardent une maternelle pleine d'enfants. » Et pour moi, c'était impensable. Mais j'ai attendu le lendemain pour avoir le rapport de notre propre organisation, l'OSCE, afin de voir ce que mes collègues en diraient. Dès qu'il a été disponible, j'ai téléchargé le rapport et je l'ai lu attentivement. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait une divergence concernant la direction des tirs d'obus, ce qui rendait impossible que les séparatistes en soient responsables, étant donné la direction expliquée dans le rapport. C'était complètement incohérent. Je me suis dit, comment est-ce possible? Cela n'a aucun sens. Et puis, plus loin dans le rapport, il était indiqué que notre propre patrouille avait été empêchée par la police ukrainienne de s'approcher du bâtiment pour faire sa propre évaluation de ce qui s'était passé. Et c'était la première fois en 5 ans passés dans le Donbass que je lisais quelque chose de ce genre. Qu'une de nos patrouilles n'avait pas été autorisée à s'approcher d'un bâtiment public qui avait été bombardé. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Les seuls bâtiments qui nous étaient interdits étaient les installations militaires. Les installations militaires étaient les seuls endroits où nous n'avions pas le droit d'aller. Et même notre mission ne souhaitait pas les observer. Nous n'étions pas censés faire de rapport sur les pertes militaires, seulement sur les pertes civiles et les biens civils. Et ce jour-là, précisément, lorsqu'ils ont attaqué la maternelle, notre équipe n'a pas pu s'approcher à moins de 50 mètres. Et je peux vous dire qu'à 50 mètres de distance, il est impossible de déterminer quel projectile a causé les dégâts. On ne peut pas le faire. Il faut recueillir des preuves sur le terrain. Or, notre patrouille a été empêchée de faire ce travail. Donc, tout d'abord, il y a des informations très variables et changeantes concernant la direction de l'explosion. Ensuite, notre patrouille n'a pas été autorisée à s'approcher. Et il est hautement improbable que les séparatistes aient visé cette école à ce moment-là. Donc, tout donnait l'impression d'une opération sous fausse bannière, visant essentiellement à accuser les séparatistes, à accuser la Russie de barbarie. Et puis quand on regarde le calendrier, quand cela se produit-il? Eh bien, le 17 février. Et le lendemain, le 18 février, commençait la conférence de Munich sur la sécurité, qui était à l'époque un événement annuel où tous les acteurs impliqués dans la guerre en Ukraine se réunissaient et s'écoutaient mutuellement. Et Zelensky, bien sûr, a prononcé un discours à ce moment-là. Et de quoi parle-t-il dans son discours? De l'attaque contre la maternelle. Il utilise cela pour présenter les Russes comme des barbares et comme prétexte pour dire que l'Occident devrait fournir des armes à l'Ukraine. Il est même allégué que lors de ce discours, il aurait demandé que l'Ukraine soit autorisée à construire ses propres armes nucléaires. Il est allégué que c'est lors de ce discours qu'il a fait cette déclaration. Mais en réalité, lorsque j'ai téléchargé le discours plus tard, Matterhaupt und Seward référence explicite à cela. Mais ensuite, j'ai lu ailleurs que la version officielle du discours avait été expurgée de cette phrase controversée. Et puis j'ai écouté quelqu'un qui était présent ce jour-là dans la salle, qui a dit qu'il l'avait effectivement dite, qu'il l'avait vraiment mentionné, qu'il avait demandé que l'Ukraine soit autorisée à construire des armes nucléaires. Je veux dire, quand on dit ça à ce moment-là, c'est une autre énorme provocation envers la Russie, comme agiter un chiffon rouge. Et si vous êtes la Russie, vous vous dites « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'Ukraine n'obtienne des armes nucléaires, car après, nous ne pourrons plus rien contrôler. Il sera trop tard pour agir. »
Bref, pour moi, c'était juste une autre provocation sous faux drapeau, une action sous faux drapeau pour rallier tout l'Occident derrière l'Ukraine et demander des armes avant que la Russie ne lance une opération majeure. Et enfin, j'ai lu plus tard cette interview incroyable d'Oleksiy Arestovitch. L'interview est toujours disponible sur YouTube et personne n'en parle. Elle remonte à février 2019, j'insiste, février 2019, avant l'élection de Zelensky. Et dans cette interview, il dit « Notre objectif est de rejoindre l'OTAN, mais nous ne pouvons pas rejoindre l'OTAN à moins d'avoir une grande guerre avec la Russie. » Je veux dire, c'est ce qu'il dit. Je ne dis pas qu'il a raison, mais c'était son analyse. Et puis il dit que cette grande guerre avec la Russie aurait dû avoir lieu avant 2022, parce qu'il affirme que sans cette grande guerre avec la Russie, l'OTAN ne nous accepterait jamais dans ses rangs. Nous devons avoir cette guerre avec la Russie pour démontrer que nous pouvons combattre la Russie, gagner contre la Russie, et alors l'OTAN nous accepterait dans ses rangs. Et de toute façon, il nous aiderait aussi à combattre la Russie. C'est ce qu'il dit dans une vidéo de 13 ou 14 minutes. Et ensuite, cet homme devient un conseiller majeur de Zelensky. Il rejoint l'équipe de conseillers de Zelensky. Et il a ensuite eu une émission tous les jours, une fois que l'opération russe a été lancée, où il commentait essentiellement ce qui se passait sur la ligne de front. Il était la voix du gouvernement ukrainien chaque jour à partir de ce moment-là. C'est comme s'il avait été placé dans une position où il devait commenter ce qu'il avait souhaité 3 ans auparavant. Et personne n'en parle. Mais le simple fait que cela existe montre qu'au moins certaines personnes avaient prévu qu'il fallait organiser une provocation contre la Russie pour déclencher cette grande guerre. Et ce qui s'est passé, c'est que, puisqu'ils ont réussi à pousser la Russie à attaquer en la provoquant de toutes les manières possibles, ils ont ensuite pu endosser le rôle de la victime aux yeux du monde. Et pour la plupart des gens, l'immense majorité des personnes dans le monde qui ne connaissent pas ce qui s'est passé en Ukraine, l'histoire du conflit dans le Donbass ou ce que les stratèges américains envisageaient des décennies auparavant, personne ne le sait. Alors tout ce qu'ils voient, c'est « Oh, un pays en envahit un autre ». C'est comme, vous savez, du jamais vu. C'est la Seconde Guerre mondiale. Hitler revient. Ils ont donc réussi à vendre ce récit au monde entier. Mais quand on regarde en profondeur, on peut conclure que tout cela a été préparé et provoqué pour arriver. Mais Arestovitch, le même gars, c'est très intéressant d'écouter ce qu'il dit maintenant, parce qu'il comprend que son plan a échoué. Et maintenant, il dit des choses complètement opposées. Il dit qu'on devrait en fait faire le contraire, parce qu'il est maintenant clair que l'OTAN ne nous acceptera pas. Donc on devrait en réalité essayer de rétablir des relations avec la Russie. Maintenant, il ne croit plus en l'OTAN. Il a fait remarquer un jour que les seuls pays qui seraient réellement prêts à se battre et à mourir pour l'Ukraine seraient, ironiquement, la Russie et la Biélorussie. Il est donc intéressant de voir à quel point il a radicalement changé d'avis depuis l'époque où il prônait une grande guerre contre la Russie. Je crois qu'il avait qualifié de la chose la plus cool qui soit le fait de combattre la Russie, pensant que l'OTAN se rangerait du côté de l'Ukraine et vaincrait collectivement les Russes. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Il est vraiment important d'avoir ce point de vue d'un véritable observateur de l'OSCE. Donc c'est très apprécié, je vous en prie. You're welcome.